Vous avez dit assez clairement, vous d'ailleurs, comme le président Vladimir Poutine et l'ensemble de la classe dirigeante russe, que cette guerre est une guerre d'extension de l'OTAN. Oui, à mon avis, la Russie a fait un grand effort pour éviter le conflit direct. Et c'est pas le conflit avec l'Ukraine, c'est le conflit avec l'OTAN et avec les dirigeants européens qui aujourd'hui font tout leur possible pour continuer cette guerre, pour ne pas l'arrêter, pour soutenir l'Ukraine jusqu'au dernier soldat, etc., etc. Jusqu'aux derniers soldats ukrainiens. Ouais, jusqu'au dernier soldat ukrainien. Mais aussi en envisageant de temps en temps le déploiement sur le sol des soldats européens, qui ne sont pas très nombreux. Eh bien, justement, là, encore une fois, les dirigeants européens, en particulier M. Keir Starmer, M. Emmanuel Macron, M. Merz, Mme von der Leyen, ont dit qu'il fallait un déploiement de troupes européennes. M. Macron vient à nouveau de le déclarer. Et j'ai entendu M. Andrei Kartapalov, président de la commission de la défense de la Douma, où vous êtes vice-présidente de la Douma. Tout à fait, c'est mon collègue, M. Kartapalov. Oui. Voilà, donc la partie législative du pouvoir russe, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, pour faire simple, a déclaré que si des soldats de l'OTAN, puisque la France est dans l'OTAN, étaient déployés, eh bien, ils seraient considérés comme belligérants, et donc risqueraient de mourir au combat. Tout à fait, mais ça se passe déjà. Les soi-disant instructeurs, spécialistes militaires, venant de Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de la France, ont été déjà tués en Ukraine. Et leurs cercueils ont été envoyés dans leur pays. Mais le gouvernement, par exemple, de M. Macron, il cache le fait en disant que c'est des accidents de ski dans les Alpes, etc. Donc, déjà, ça se passe. Et si jamais il continue à risquer à des vies de soldats de Légion d'honneur, je ne sais pas, de Légion étrangère ou quoi que ça soit, à mon avis, le résultat sera le même. Sauf que là, ce sont des soldats engagés de manière non officielle, pas sous drapeau français ou britannique ou canadien. Mais vous croyez que pour une bombe, la présence de drapeau, c'est important? À mon avis, ça rase tout, quoi. Donc, bien sûr. Mais par contre, un déploiement officiel de l'armée française avec le drapeau, là, on rentre dans une situation beaucoup plus dangereuse en termes géopolitiques. Est-ce que vous comprenez? C'est pas notre risque. C'est le risque qui prennent aujourd'hui les dirigeants qui veulent déployer l'armée sur le sol. S'ils veulent avoir leurs soldats dans les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, ils vont y avoir. Mais vous croyez que d'où vient cette idée que sur le front de 1500 kilomètres, 3000 soldats français, même s'ils ont été déployés à l'Odessa ou je ne sais pas, dans les points stratégiques, comme dit Macron, qui vont changer les choses, qui vont arrêter les Russes, qui vont quoi? Quelle est la raison? Ils pensent vraiment que les Russes ont peur des soldats français? Non, on les aime bien. Donc, si je comprends bien, vous pensez que c'est un peu irrationnel comme comportement de la part des dirigeants. Moi, je pense que c'est très bête. C'est pire que irrationnel, c'est très bête. Et c'est un comportement qui est basé sur les fautes fondamentales de la compréhension de la Russie, de la civilisation russe, des causes de ce conflit. Et tout a commencé, n'a pas hier, tout ce qui s'est commencé, ça a commencé il y a 20 ans. Mais les idées des Européens sur la Russie, sur le futur de la Russie, sur les relations de la Russie avec les ex-républiques de l'URSS, notamment avec l'Ukraine, l'idée de proposer aux pays qui entourent la Russie la rêve européenne et le régime sans visa en échange de leur gaz et pétrole, etc. Tout ça a commencé pas avec l'opération spéciale. Ça a commencé beaucoup avant. Donc c'est faux. Oui, c'est faux. Et comme d'ailleurs la propagande anti-russe qui aujourd'hui domine dans les médias occidentaux,
que les accusations des Russes, comme si je sais pas, on mange les enfants le matin, mais pour nous, c'est un peu idiot de dire non, on mange pas les enfants le matin. Quand il y a 50 pays qui essayent de prouver ça, on s'en fout, on continue notre combat et on va y aller jusqu'au bout. Mais est-ce que ça vous, quand je disais, est-ce que ça ne semble pas irrationnel, c'est que, imaginons que les Européens, les dirigeants européens, soient inquiets de la Russie, que la Russie risque d'envahir, on connaît la rhétorique, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un très faible développement militaire, il n'y a pas ce qui a été fait par la Russie quand la Russie s'est sentie menacée par l'OTAN, par l'extension de l'OTAN, par la guerre en Géorgie. On a vu des évolutions en Russie, on a vu une amélioration de l'art opératif, on a vu une amélioration tactique, on a vu une amélioration des armements, une amélioration de l'appareil de défense. Du côté des Européens, ça a l'air de rester largement dans le verbe. Est-ce que d'après vous, c'est que vous ne pensez pas que tout ça, c'est juste de la fumée et pas de la réalité? C'est la fumée qui est bien vendue aux électeurs européens, sous les slogans qu'on protège votre liberté contre les méchants russes, etc. Mais d'autre part, comme vous avez dit, nous on progresse très lentement parce que c'est pas la même guerre, c'est pas la même façon de mener le combat que, par exemple, pour les Américains en Irak ou pour les Français en Libye. On brûle pas les 20 kilomètres de vent pour avancer. Parce que dans ces 20 kilomètres en Ukraine, habitent les Russes, nos compatriotes, il y a beaucoup de civils, etc. Donc, les Russes, ils font pas cette guerre de même façon que les Américains en Irak. Vous avez souvent évoqué la russophobie et on a pu sentir, en particulier dans la manière dont vous l'exprimiez, un agacement, une tristesse, parce que vous êtes francophone, francophile, vous connaissez très bien la France, je crois que vous êtes une sorte d'amoureux de la culture française, en tout cas vous l'avez été. Comment est-ce que, d'une part, vous percevez cette russophobie et comment vous l'expliquez? Je vous ai dit, c'est pas hier que ça a commencé, c'est la somme des idées sur la Russie qui ont été vendues par la presse au public français, et toujours dans le style pour choquer, je sais pas, Georgette qui est assise sur le divan. Ah oui, t'as vu, les Russes, ils sont mauvais, même l'URSS n'existe plus, mais ils sont toujours agressifs. Non, en fait, tout ça, ça a été monté pendant les décennies après la chute de l'URSS. Et vous savez, c'est quelque chose qui très difficile à surmonter. Et pour avoir la confiance, il faut avoir la possibilité de communication. La communication entre la France et la Russie, malgré toutes les relations historiquement très bonnes, les dernières années, après la Crimée en tout cas, il a été interrompu, presque interrompu. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir une reprise un jour de ces relations avec l'Europe en général, mais spécifiquement avec la France dans 10 ans ou dans 15 ans? Dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc vous vous mettez un petit peu dans la situation de la guerre de Crimée de 1853, et puis 25 ans plus tard, il y a eu la coopération... quelque chose dans ce genre. Parce que l'histoire se répète, mais il tourne aux spirales. Donc on verra bien. J'espère bien, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend plutôt de l'Europe. Parce qu'on voit que l'Union européenne, de plus en plus, nous rappelle l'ex-URSS dans ces dernières années. Quand il y a différents pays qui veulent chacun son truc, et donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Mais il ne faut pas oublier que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Par rapport à l'Union européenne, qui n'est pas si grand sur la carte. Hein, la Russie est 10 fois plus grande. Donc, et c'est un pays des valeurs traditionnelles qui reste un pays européen dans le sens dans lequel était la France il y a 50 ans et qui n'est plus. Vous l'avez dit, la Russie est un très très grand pays, c'est le plus grand pays au monde. La Russie est une puissance économique maintenant, quatrième puissance économique mondiale, il me semble, d'après le Fonds monétaire international, en parité de pouvoir d'achat. Et elle est aussi assise sur 6000 têtes nucléaires et une armée maintenant qui est habituée à la guerre après 3 ans de guerre en Ukraine.
Est-ce que vous avez un sentiment, vous qui êtes vice-président de la Douma, que les Européens ne vous prennent pas au sérieux et considèrent que c'est encore la Russie des années 90, que c'est ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous prennent pas au sérieux? Parce que à mon avis, soit ils nous prennent pour les barbares agressifs, soit ils comprennent pas que la Russie c'est une civilisation à part. Les Européens ne donnent pas de leçons à des Chinois, par exemple. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils ont des yeux comme ça. Et ils sont permis depuis une vingtaine d'années de donner des leçons à des Russes. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas les yeux comme ça. Donc, vous savez, tout ça, c'est compliqué d'expliquer d'une façon courte, mais c'est vrai qu'il y a une grande illusion sur la Russie dans tel ou tel sens en Europe. Nous venons de célébrer la victoire sur le nazisme, le 8 mai et le 9 mai, pour des raisons de signature. Il y a deux dates différentes, mais il y a une confrontation mémorielle. Est-ce que vous reprendriez les mots du maréchal Zhukov, qui avait écrit « Nous avons libéré l'Europe, mais ils ne nous le pardonneront pas ». Est-ce que vous avez ce sentiment? Vous savez, regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, en Pologne. La Russie a sacrifié 600 000 soldats russes qui sont morts pour que les Polonais ne parlent pas allemand. Mais en Pologne aujourd'hui, sous les drapeaux des communisations, on a démoli les cimetières de ces soldats. Est-ce que c'est juste par rapport à ceux qui faisaient la guerre contre les nazis? Est-ce que c'est juste par rapport à ces petits-fils qui aujourd'hui vivent en Russie? Est-ce que les Polonais ne comprennent pas que c'est mauvais, non seulement pour la relation avec la Russie, mais c'est mauvais pour la Pologne elle-même, pour leur sentiment historique? Donc, quand on essaie de violer l'histoire et quand on regarde pas l'histoire, on dit toujours, voilà, les Russes, ils sont concentrés sur l'histoire, ils regardent toujours en arrière. Vladimir Poutine, c'est un leader de siècles passés, etc. Non, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, qui vont se passer dans le futur, mais qui ont des racines dans notre histoire commune, de l'histoire du continent. C'est pour ça que, d'ailleurs, on n'a pas très peur des soldats français. Nous avions couvert le sommet des BRICS à Kazan, qui était une réunion internationale majeure, où peut-être on peut considérer qu'a été acté le fait que le monde est multipolaire. On a vu ici, le 9 mai, la présence de nombreux chefs d'État de pays très puissants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est l'Europe qui s'isole? Oui, dans quelque sorte, c'est la fin de la domination du monde occidental. Mais avec la situation en Ukraine, à mon avis, l'Europe a beaucoup perdu dans sa hypothétique indépendance, son souveraineté, sa puissance de prendre les décisions dans le monde entier. Tout ça, c'est perdu. Et il va perdre aussi cette guerre qu'il mène aujourd'hui contre la Russie, qu'il soutient en Ukraine contre la Russie. Parce que, par exemple, les Américains, ils ont compris ça et ils ont vite changé changer la casquette et ils ont devenu intermédiaires. Tandis que encore hier, il était en tête de l'alliance anti-russe. Mais regardez, aujourd'hui, Trump, il fait semblant qu'il est intermédiaire entre les Ukrainiens et les Russes. Les Européens n'ont rien compris. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ont déjà perdu. Trump, il a compris, lui. Oui, Trump, à mon avis, il a senti ça et il a dit, voilà, on va faire un truc pour réduire l'aide américaine à l'Ukraine. Et ce truc s'appelle négociation à Istanbul, ou je sais pas, négociation, je veux pas que les soldats meurent, etc. Mais tous ces propos idéalistes, derrière, il y a les chiffres il y a des dollars que les États-Unis investissent dans l'Ukraine. C'est vrai qu'on a noté que le président Donald Trump avait autorisé la livraison de 125 nouveaux HIMARS, mais que je crois votre défense antiaérienne maîtrise, plus ou moins. Par contre, il a interdit les Taurus. Ouais. Qui ne sont pas encore maîtrisés. Donc, visiblement, il semble se retirer, d'une certaine manière. Oui, mais vous savez, pour nous,
ça change pas grand-chose, quoi. Les missiles HIMARS, moi j'ai vu les gens qui ont été sous les coups de ce missile, étaient blessés, étaient tués, donc c'est très très dur, quoi. Donc c'est la guerre, la vraie guerre du XXe siècle. À nouveau, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens ont promis de nouvelles sanctions terribles contre la Russie. Est-ce que vous avez la Russie a-t-elle des possibilités de riposter et quelles seraient-elles en termes de sanctions économiques? Par exemple sur l'uranium enrichi, sur les terres rares? On a peur de ces sanctions, on ne dort pas. Vraiment, c'est le 17e paquet de sanctions. Il y en avait avant 16. Aujourd'hui, il y a 25 850 sanctions contre la Russie. Et l'économie russe est en hausse, et l'économie française et l'économie de l'Union européenne est en baisse. Voilà le résultat. Donc, 17e paquet, 20e paquet, 40e paquet, on s'en fiche. Et donc, toutes ces sanctions, ça amène surtout à l'appauvrissement de la classe moyenne en Europe. Parce que le prix de gaz, le prix de l'électricité, le prix des gasolines, tout ça est en hausse. Et il y a la fermeture des usines en Allemagne, il y a l'industrie française qui déménage aux États-Unis, il y a des éléments, pour l'instant des éléments de crise que les dirigeants français cachent de leur population ils cachent le lien de cette crise économique avec les sanctions anti-russes. Parce que la Russie fournissait du gaz et du pétrole pas cher, tandis qu'aujourd'hui, les Européens achètent le gaz et le pétrole américain qui est 3 fois plus cher. Donc vous voulez dire que vous n'avez même pas besoin de faire d'autres sanctions, vous, contre les Européens, pour riposter? Non, mais ils peuvent faire encore beaucoup de sanctions. Ils peuvent inventer encore les sanctions. Par exemple, ils ont sanctions contre moi, ils peuvent inventer les sanctions contre mon chat. Mais ça ne change pas le sort de la Russie, la situation en Russie et la situation en Europe. Et si on va leur répondre de même façon, à mon avis, ça sert à rien parce que nous, il faut quand même être un peu plus haut que ça, de ne pas descendre à ce niveau-là des sanctions. C'est vrai qu'il y a des politiciens européens qui nous accusent de manger les enfants le matin, alors eux, ils ne pourront pas venir en Russie. Mais bon, c'est pas une sanction à mon avis, c'est juste une politesse. Actuellement, il y a des négociations qui pourraient peut-être reprendre à Istanbul. A priori, le président Vladimir Poutine n'ira pas à Istanbul, où il est convié par Vladimir Zelensky. Les Européens veulent un préalable qui est 30 jours de cessez-le-feu. Je crois que la Russie a été claire de très nombreuses fois en disant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu parce que ça serait comme Minsk II. Oui, tout à fait. Et que les préalables sont non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, donc neutralité, ce que vous appelez la dénazification, et la reconnaissance maintenant de la Crimée et des 4 oblasts, plus le retour des avoirs russes gelés dans les banques centrales européennes et américaines. Vous confirmez que c'est le préalable à l'entrée en négociation? D'abord, je peux vous dire que la façon la plus mauvaise de parler avec la Russie, c'est la langue de l'ultimatum que utilisent les Européens et le leader ukrainien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi 30 jours de cessez-le-feu, ça sert à rien? Parce que durant ces 30 jours, l'Europe et les États-Unis ne cessent pas à fournir aux Ukrainiens le matériel militaire. Les Ukrainiens vont se reprendre durant ces 30 jours, ils vont reprendre leur ligne de défense, ils vont reprendre de nouveaux matériels militaires, ça servira à rien, vous avez raison, c'est analogue de Minsk. Donc, dans cette piège, on a déjà été, merci, non. Ce qui concerne Istanbul, à mon avis, l'essentiel, c'est ce que n'a pas été peut-être compris par l'Europe, c'est que Poutine a dit les négociations d'Istanbul, continuer les négociations d'Istanbul qui ont eu lieu il y a 2 ans et demi. Donc, continuer en partant de base qui a été déjà signée par les Ukrainiens.
et que Boris Johnson, l'ex-premier ministre britannique, a dit à Zelensky de ne pas signer catégoriquement. Donc les Ukrainiens depuis ont perdu 3 régions. Ils ont perdu environ 150-200 000 personnes, soldats, sur le front, et ils reviennent à la table des négociations avec les conditions qui ont été déjà formulées à Istanbul il y a 2 ans et demi. Et à mon avis, le processus des négociations, c'est long. Et la guerre, c'est dur et c'est long aussi. Donc la Russie est prête à négocier, mais personne n'a pas encore gagné la guerre pour mettre les ultimatums sur la table, comme le font les Européens et Zelensky. Donc ça va pas marcher. Est-ce que, vu les revendications des uns et des autres, des Européens et des Russes, est-ce que ces négociations vous semblent mal engagées et que, en fait, les armes vont continuer à parler et que la résolution se fera sur le terrain militaire? Une négociation, on peut les mener quand il y a une claire victoire, une claire quelque chose qui permettra après dire que voilà, pendant 3 ans, on a mené l'opération militaire spéciale et on l'a gagnée. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc négocier, on peut très bien négocier, mais les Ukrainiens ne vont jamais accepter la perte des régions, ni de l'Odessa, ni de Kiev, ni des autres. Donc on verra bien, on attendra que ce régime-là disparaît et qu'il y aura un autre gouvernement ukrainien qui va accepter dénazification du pays. À ce moment-là, la Russie va quitter l'Ukraine et l'Ukraine va continuer à fonctionner comme l'État indépendant. Donc ce qui est visé, en quelque sorte, c'est une capitulation du régime de Kiev actuel. Du régime actuel, oui, mais pas l'envahissement militaire ou le contrôle militaire de territoire ukrainien, c'est pas notre but. On peut venir jusqu'à frontière polonaise, mais c'est pas notre but de contrôler l'Ukraine. Notre but, c'est de faire que les missiles américains et les missiles de l'OTAN ne seront pas déployés sur le sol ukrainien. Parce que c'est très, très simple pour nous, c'est 4 minutes, ça prend 4 minutes pour une missile nucléaire de venir jusqu'à Moscou, de l'Ukraine, c'est à côté. Alors dites-nous, vous avez dit que l'économie russe fonctionne bien, d'ailleurs, même le FMI le dit, malgré les cortèges de sanctions et les problèmes quand même que cela engendre. On entend souvent, en particulier dans les médias français, moins dans les médias anglo-saxons, que la Russie est isolée. Est-ce que vous avez le sentiment d'être isolé par rapport au reste du monde? Non, on n'a pas ce sentiment-là parce que, vous savez, l'économie fonctionne, les gens, l'essentiel c'est que la vie quotidienne continue, les gens ne vivent pas plus mal que, je sais pas, il y a 4 ans ou 5 ans. Les produits européens et américains qui ont disparu de notre marché ont été remplacés par les produits d'autres pays. On a des très bonnes relations avec la Chine, avec l'Inde, voilà, je veux revenir du Kremlin où il y avait le Premier ministre de Malaisie, par exemple. On va développer beaucoup de projets ensemble. Donc, pour les compagnies européennes, par contre, ça serait très difficile de revenir sur le marché russe. Ça, c'est sûr. Mais l'économie russe fonctionne et fonctionne pas mal. Le nouveau monde est celui des BRICS, selon vous? Le nouveau monde, c'est le respect des traditions, de l'histoire de tous les pays du monde, de leur spécialité, si vous voulez, de leur identité nationale, et pas les standards unifiés déclarés par les Européens. Vous vous sentez en fait très, très confiant, si j'ai l'impression. Vous savez, moi j'ai vu beaucoup de choses par mes propres yeux. Je croyais que c'est fini, mais ça continue. Donc c'est intéressant de vivre en Russie, ça c'est sûr. Vous parlez des années 90 ? Oui, quand j'ai travaillé pour la presse française, quand il y avait un moment de démantèlement de l'URSS, il y avait un moment de
de l'époque d'Yeltsin, la guerre en Tchétchénie, etc. Donc j'ai pensé que tout est fini, et voilà, on reste tranquille. Mais non, finalement, on ne nous laisse pas tranquille et on va continuer à préserver, si vous voulez, la civilisation russe, qui est une civilisation à part dans de plus grands pays de l'Europe. Merci, monsieur Piotr Tolstoï, Merci pour à cette vous. interview. Merci à vous. Et à une prochaine. J'espère À pour la faire prochaine. le suivi À des la évolutions prochaine. géopolitiques. Merci beaucoup.